Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour pour ce quatrième et dernier webinaire de notre sommet de l'excellence industrielle. Donc je vais rapidement présenter, avant de passer la parole à nos deux invités du jour, qui sont Julien Ortiz et Philippe Perrault. Donc je m'appelle Franck Gomez, je suis le responsable de la filière innovation du CIC. Je laisse tout de suite la parole à Julien Ortiz pour se présenter. Julien, c'est à toi. Je suis le responsable des achats chez Imeca Michelin. Donc, Imeca est une entité du groupe Michelin. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Perrault, je suis en charge du développement de l'accompagnement des entreprises externes du groupe. Accompagnement donc sur les parties industrialisation des équipements et des procédés, et sur un deuxième niveau d'accompagnement au niveau de l'organisation industrielle et de la recherche de performance opérationnelle. Donc effectivement, aujourd'hui, le thème de la conférence va porter sur le Best Value Sourcing. Ce sourcing, si vous voulez, c'est une étape que l'on va retrouver tout au long de l'échelle de maturité industrielle d'un projet. C'est la raison pour laquelle on va intervenir sur du sourcing au niveau des produits, des équipements, et puis au niveau donc de l'organisation des achats en production. Alors, pour vous présenter Start2Prod par rapport à l'activité Imeca et Michelin, Start2Prod, c'est la marque commerciale qui accompagne les entreprises externes du groupe. C'est une marque qui est logée chez Imeca, et Imeca est une filiale à 100% du groupe Michelin. Chez Michelin, on a considéré que cette phase d'industrialisation était une phase essentielle. On en a créé une filiale, et donc Imeca dispose de cette forte compétence d'industrialisation qui va regrouper la partie, quand on parle d'industrialisation, la partie conception, sourcing et assemblage. Et aujourd'hui, on fera bien un focus sur la partie sourcing. Donc, peut-être, Julien, je vais te laisser enchaîner. Et ben, du coup, je prends la main. Alors, qu'est-ce que le BVS? Alors, BVS, Best Value Sourcing, vous allez souvent m'entendre parler de BVS, du coup, ça sera un peu plus rapide pour moi. Donc, le BVS s'inscrit dans une démarche et dans des termes que vous avez sûrement tous connus. Donc, on a tous entendu parler de ce qui est le low-cost country. Donc, low-cost country, c'était dans les années 2000. Où il y avait une stratégie de développement vers des pays ciblés à bas coût, et on allait développer et s'installer en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, et on était focalisé sur le pays en question, on développait autour de ce pays-là. Donc grosso modo, on était mono pays étranger, ou la Chine. Je ne l'ai pas mentionné, mais la Chine en faisait partie. Ensuite, ce low-cost country s'est déplacé vers quelque chose que l'on a appelé Best Value Country. Donc, c'était une nouvelle stratégie qui permettait de se dire, mais en fait, attendez, il n'y a pas que la Roumanie, il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que la Pologne, que la République tchèque ou d'autres pays. Il y a plein d'industries et il y a plein d'industriels dans chacun de ces pays-là, avec des forces et des faiblesses. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'ensemble de ces zones, ou en tout cas un certain nombre de zones, pour pouvoir les mettre en concurrence les unes avec les autres. Donc en fait, on mettait en concurrence des low-cost country entre elles. Donc là, du coup, forcément, c'est ce qui s'est appelé du best value country dans le terme. Et beaucoup plus récemment, et ça effectivement, c'est pas encore très lisible et très répandu. Alors on le pratique chez Michelin, et je sais que je fais partie aussi des responsables d'achat UMM, et avec un certain nombre d'entreprises de taille importante où il y a des structures achats je dirais complètes et complexes. Le terme de best value sourcing est un terme qui a été utilisé et qui est utilisé. Et ce best value sourcing, en fait, c'est une stratégie qui vient mettre en concurrence des pays BVC avec des pays jugés comme peut-être non BVC. Parce qu'on s'aperçoit, et vous n'êtes pas sans le savoir,
depuis quelques mois, quelques années. Il y a des phénomènes économiques qui nous dépassent. Pour autant, on doit faire avec. Et quand on passe le prix d'un container de 2-3 000 dollars à 15 000 dollars, bah forcément, ça a un coût sur le coût total, et je vais en venir après, d'acquisition. Le base value sourcing tient compte pas d'un prix, mais d'un coût. Et la différence est notable parce que c'est ce qui peut faire que l'on peut être compétitif en achetant quelque chose en France par rapport à la Roumanie, dans certains cas. Ça tient compte aussi des enjeux environnementaux, parce que aujourd'hui c'est de rang 1 et dans des structures achats, on est obligé de tenir compte de ces enjeux environnementaux. Et la maîtrise aussi des délais. Quand vous avez des bateaux qui tournent autour des ports pendant un mois et demi, en attendant qu'ils puissent être déchargés ou chargés, ça a un impact sur vos approvisionnements. Donc, ce best value sourcing, il permet aussi de prendre en compte ces éléments-là. Je vais vous détailler un peu plus comment ça s'inscrit et qu'est-ce que l'on rentre dans le best value sourcing. Donc, pour raisonner en best value sourcing, on est obligé de raisonner vraiment en TCO. Donc, TCO, c'est le coût total de possession d'un objet, le coût total d'acquisition. Si on raisonne prix, la démarche n'est pas viable. Il est logique et cohérent qu'un pays avec des coûts de salaire plus faibles ait des coûts plus compétitifs sur le produit en question. Probable, mais pas forcément vérifié, mais en tout cas, ça le devrait. Par contre, quand je prends en compte l'ensemble des coûts qui s'additionnent pour faire mon coût complet, moi qui suis basé en France, je vais additionner beaucoup plus de coûts entre quelque chose qui m'est livré d'Alsace, par exemple, par rapport à la Roumanie ou par rapport à la Chine. Donc, dans cette démarche de coût complet, on tient compte du prix, du coût du matériel en lui-même, donc vraiment le prix de l'objet. On tient compte des différents frais liés à des outillages que les fournisseurs peuvent nous demander pour produire. On tient compte, bien évidemment, du coût de transport, du coût d'emballage et des taxes. Donc ça, je dirais, c'est le coût direct, c'est le coût visible que l'on a dans les différentes offres commerciales. Ensuite, on a un coût un peu plus sournois qu'on appelle le coût indirect. Et là, il faut avoir un petit peu de compétences sur le métier pour arriver à capter ces coûts-là, les estimer, parce que qui dit coût indirect, ça se transmet pas dans une offre commerciale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans des pays étrangers, vous avez un suivi qui est différent d'un fournisseur français. Donc, vous avez un coût de suivi qui est plus important. Vous avez une fréquence qui est plus importante. Vous n'êtes pas sur place. C'est plus difficile de vérifier les informations. Vous avez la barrière de la langue. Vous avez tout ça qui fait que le suivi est différent et le coût du suivi est plus coûteux. Vous avez tout ce qui est lié au déplacement. Quand vous prenez votre voiture pour faire 200 km, vous le faites en une journée. Quand vous devez aller au fin fond de la Roumanie ou en Chine, il vous faut 3 jours, il vous faut une semaine. Donc forcément, il y a un coût qui est différent et qui doit être pris en compte parce que ce coût-là, il est directement lié à ce que l'on achète. Vous avez un coût lié au contrôle qualité, ou je dirais plutôt un surcoût parce qu'on va essayer de se sécuriser. On va essayer de peut-être d'en demander un peu plus en termes de contrôle.
donc avec des documents qualité qui permettent aux fournisseurs de remplir tout un tas de mesures, tout un tas de fiches, et ça permet de se sécuriser. Et vous avez le coût de la non-qualité potentielle. Alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça veut dire qu'on stigmatise le fait de dire que en France, on est les meilleurs, on est les plus beaux et on fait que des produits de qualité, ce qui est pas réel. Et qu'à l'étranger, on n'a que de la non-qualité, ce qui est pas réel non plus. Il y a de la non-qualité en France et il y a de la qualité aussi dans les pays étrangers. Néanmoins, le coût de la non-qualité coûte plus cher quand ça vient d'un pays étranger que le coût de la non-qualité d'un fournisseur français. Le fournisseur en France, il vient chercher sa pièce, il la reprend, il intervient très rapidement, il prend tout à sa charge. Quand votre fournisseur il est basé en Chine, pour lui c'est un peu plus compliqué, ça sera plus long. Vous allez devoir trouver une solution palliative là où vous vous trouvez, donc avec plus de coûts, et ça entraîne des discussions un peu plus compliquées avec le fournisseur. Donc, c'est un petit peu l'explication que je mets derrière le coût de la non-qualité. Ensuite, donc dans notre logique, on arrive avec ces outils-là à avoir du coup un coût complet. Néanmoins, le coût complet n'est pas l'unique critère qui fait que l'on va valider telle zone ou tel fournisseur. Derrière cela, on va noter la qualité du produit. La qualité du produit par rapport à ce qui est demandé, par rapport aux notations fournisseurs, parce que tous nos fournisseurs ont des indicateurs de performance. Donc, on va noter cet indice de qualité. On va noter aussi la performance liée au délai de livraison. Donc, les délais de livraison, chaque fournisseur peut avoir des délais différents, lesquels sont les plus compatibles avec le projet, mais aussi on va pouvoir apprécier le respect des délais de livraison de nos fournisseurs. Parce que là aussi, c'est pareil, ça fait appel à des indicateurs de performance. Ensuite, on a ce qu'on appelle la capacité de déploiement, et ça, c'est quelque chose qu'on utilise de l'organisation Michelin, parce que chez Michelin, sur les machines, on est focalisé sur du prototype, c'est un peu le positionnement d'Imeca, mais on peut être aussi amené à faire de la série et apporter nos compétences également sur du déploiement de machines. La logique n'est pas la même. Votre fournisseur qui va vous faire votre prototype rapidement avec des dossiers pas forcément matures, des évolutions en cours de fabrication, n'est pas forcément le même que votre fournisseur qui va vous réaliser vos 100 000, 200 000, 500 000 pièces par an. La structure n'est pas la même, les compétences des fournisseurs ne sont pas les mêmes, les organisations sont différentes, tout est différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte parce que, en fait, on s'est aperçu que chez nous, en interne, du coup, chez Michelin et pour les besoins du groupe, c'est quelque chose qui est induit. En fait, c'est une question que l'on se pose. Et par contre, on s'aperçoit quand on travaille avec d'autres sociétés, c'est pas forcément un réflexe. Et du coup, ils se disent, tiens, en fait, du coup, mon fournisseur, celui que je vais sélectionner maintenant, il va peut-être m'accompagner pour les 2-3 prochaines années. C'est pas forcément le cas. Ça va dépendre du ramp-up que vous allez avoir. Ça va dépendre de votre produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans nos réflexions. Ensuite, on a la proximité géographique. Et enfin, on a la notation RSE parce que on note nos fournisseurs sur ces aspects sociétal et environnemental. C'est important pour nous d'en tenir compte en ce moment même. Et c'est le cas de beaucoup d'acteurs maintenant, et il y a beaucoup de réflexions autour de la fonction achat et de cette empreinte environnementale et de la responsabilité d'un service achat dans la notation RSE de son entreprise. Chaque critère a une pondération. La pondération, elle est en lien avec le projet.
et c'est ce qui nous permet, in fine, de faire notre choix fournisseur. Okay. Julien, juste parce que je trouve que cette notion de capacité de déploiement, elle est vraiment très, très importante et très intéressante parce qu'effectivement, je pense que je vois pour la partie start-up chez nous, je ne sais pas si, enfin, la partie conception du prototype est tellement complexe, tellement chronophage qu'effectivement, une fois qu'on a trouvé son fournisseur, on a dit voilà, c'est bon, on a fait tout le boulot, on a tout matché, on a un super prototype, mais effectivement, on ne pense pas à l'étape d'après, la montée en puissance. Est-ce que vous avez comme ça peut-être des petits tips ou enfin, nous expliquer un peu plus précisément ce que vous allez analyser pour étudier la capacité de déploiement d'un fournisseur? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la capacité de déploiement, comment on arrive à la déceler, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas écrit dans un livre, ni dans une présentation d'un fournisseur. En fait, tous nos fournisseurs, avant de rentrer dans notre panel, donc avant d'être fournisseur, chaque fournisseur est un prospect avant de devenir fournisseur. Pardon. À ce qu'on appelle une RFI. Une RFI, c'est une Request for Information. C'est une demande d'information globale, générale, sur l'entreprise. Donc, cette demande d'information, hein, c'est un fichier qui est propre à nous, que nous avons fait. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur le fournisseur. Donc, avec qui il travaille, la répartition de son chiffre d'affaires, la répartition de ses effectifs, son organisation liée au travail, sa structuration en termes d'outils, donc outils de planification, outils de gestion de production. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son parc machine, bien entendu, et différentes informations de ce type-là. Donc ça nous permet d'avoir une vision de notre fournisseur, de mettre à jour ce document-là et de toujours d'avoir une mémoire. Quand on va rencontrer un fournisseur à un moment donné, 6-8 mois après, on ne se rappelle pas forcément de toutes ces informations-là qui sont structurantes dans cette réflexion. Ensuite, on a un deuxième indicateur, c'est que on va faire des audits fournisseurs. Nous, chez Imeca, on est ISO 9001, donc en fait, nos fournisseurs ont des audits de qualification et des audits de renouvellement au sens de la norme ISO. Et donc là, ils ont un certain nombre de questions qui sont demandées par la qualité fournisseur chez Imeca, ce qui nous permet aussi d'en savoir un peu plus sur leur mode de fonctionnement, leur organisation et vers quoi ils sont les plus efficients. Et ensuite, on a beaucoup de techniciens chez Imeca. Donc, on a les techniciens méthode Indus, qui, eux, sur un métier mécanico-électrique, ont la compétence mécanico-électrique. Mais les acheteurs, tous les acheteurs sont des acheteurs techniques. Donc, en fait, ils ont la double compétence. Donc, ils savent lire des plans, que ce soit électrique ou mécanique, et ils savent comprendre comment le fournisseur il va produire. Par quel outil de production, quelle est sa capacité de production et sa capacité à suivre les cadences. Tout ça fait qu'on arrive à déceler la capacité de déploiement de nos fournisseurs. Parfait, merci. Alors, il y a des questions. On nous demande, bonjour, pour le RFI, est-ce que vous seriez prêt à partager une trame à partir des exemples expliqués? Oui, je peux. Alors, il faut que je regarde ce que l'on a dedans, si je peux tout partager. En tout cas, j'enlèverai peut-être quelques éléments, mais sur le principe, je peux vous partager le document. Il y a des éléments qui sont un peu propres au groupe Michelin et celle-ci, en fait, du coup, je ne pourrais pas vous les diffuser, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment très génériques et celles-ci, je pourrais les partager. Parfait, c'est noté. On y reviendra après. Du coup, je vais continuer. Donc, pour faire tout ça, on est obligé d'avoir une organisation, ce que je vais appeler de fiable et compétente, parce que
aller dans des pays étrangers pour faire du BVS, ou en tout cas pour être prêt à aller acheter dans des pays étrangers s'ils sont compétitifs, on a besoin d'avoir une connaissance de la culture du pays ou des pays. On reste sur des métiers, l'achat-vente. Avant tout, il y a des hommes. Il y a des hommes qui transmettent, il y a des hommes qui écoutent et qui sont ambassadeurs. Si on n'arrive pas à se comprendre, ça va être très très compliqué d'arriver à un résultat qui est convenable. Donc il est vraiment très très important de comprendre nos interlocuteurs, comme l'interlocuteur en face, il doit se mettre aussi dans la même position de nous comprendre, mais le non en Chine, c'est pas la même chose que le non en France ou le non en Roumanie. Pareil pour le oui, pareil pour le j'ai entendu, pareil pour le silence. Quand suivant des pays, des gens qui ne vont pas forcément répondre, bah, soit c'est par politesse, soit c'est parce qu'ils n'ont pas compris et qu'ils en fait, ils vont pas oser vous faire répéter. Donc ces choses-là, c'est vraiment très très important parce que on pourrait s'exposer à ne pas avoir ce que l'on cherche à voir initialement, à savoir son produit. Bon, du coup, j'ai englobé le deuxième point, assurer la bonne compréhension des techniques des attendus. Hein, ça fait partie du relationnel et des explications et des communications que l'on peut avoir. Ensuite, on a la notion d'avoir des relais de proximité. Ça, c'est une organisation purement IMECA Michelin. D'autres entreprises ne font pas ce choix-là, ou en tout cas pas tout de suite, ou pas encore. Comme je vous l'ai dit, le coût de suivi, quand on doit aller se déplacer, prendre un billet d'avion pour aller chez les fournisseurs, c'est compliqué. Quand il y avait le Covid, c'était pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait on arrête d'acheter dans ces pays-là, on augmente nos capex. Eh bien non. Chez IMECA et chez Michelin, on a des relais dans les zones. Donc, on a des équipes techniques en Chine pour nos suivis pour la partie Asie. On a des relais en Roumanie pour les équipes IMECA. On a des relais en Pologne pour la structure Michelin. Et on a des relais aussi au Mexique pour la structure Michelin. Tous ces relais-là, en fait, on travaille tous les uns avec les autres. C'est-à-dire, on partage. On partage nos missions. Si j'ai besoin d'aller en Pologne, je vais envoyer quelqu'un de la Pologne. Si je veux envoyer quelqu'un en Roumanie, je prends quelqu'un de la Roumanie. Ça va limiter le coût. Ça va assurer le fait que les gens ils se comprennent bien. Forcément, ils ont un peu moins la barrière de la langue. Du coup, s'il y a pas la barrière de la langue et si les gens ils se comprennent, ils sont dans le pays, bah, on s'affranchit de la culture du pays, ou en tout cas on la réduit fortement, donc on assure la bonne compréhension. Ça nous permet d'avoir des échanges réguliers et très réguliers sur des fondamentaux qualité de délai entre les techniciens et de ne pas avoir de dérive ou de surprise. Voilà, ces relais-là, ça nous permet ça. Enfin, le dernier point, c'est faites attention, sécuriser la trésorerie. Quand on va vers un pays étranger, quand on est nouveau, quand on est en France, les gens se disent bon, en France, du coup, vous avez de l'argent, vous venez nous voir parce que vous venez gagner sur vos coûts. On veut des avances, on veut des acomptes. Sachez que quand vous avez donné de l'argent, c'est très compliqué d'aller le récupérer. Même si votre fournisseur il vous livre un produit avec de la non-qualité. Donc il faut sécuriser la trésorerie avec les fournisseurs ou en tout cas on n'arrivera jamais à sécuriser l'ensemble de la trésorerie. Il y aura peut-être des acomptes. Il faut avoir suffisamment de levier vis-à-vis de ces fournisseurs-là. Peut-être des fois faire le choix d'un autre fournisseur un peu plus cher, mais qui nous permet de nous sécuriser également, parce qu'il n'y aurait rien de plus catastrophique d'avoir payé quelque chose, pas avoir le produit, ou d'avoir le produit, mais qui ne convient pas à l'application, et d'être obligé soit de racheter un produit ailleurs, soit de le faire reprendre, alors qu'on l'a payé intégralement. Julien, je vais rebondir sur quelques questions. Alors, effectivement, sur ces questions de trésorerie, je rebondis juste.
rapprochez-vous avant de faire une opération comme ça avec un fournisseur étranger, hein, votre chargé d'affaires CIC et nos chargés d'affaires internationaux qui ont toute une batterie d'outils qui permettent de sécuriser des transactions avec des fournisseurs étrangers. Mais bon, c'est pas le thème, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, ce sujet-là. On avait une petite question donc, de Sylvain qui nous demandait si les sous-traitants, hein, les relais, si les relais à l'international, les relais en Roumanie, les personnes dont on parlait, ce sont des sous-traitants ou des internes à Imeca ou à Michelin? Eh bien, les deux. Les deux. Pour Imeca, ce sont des sous-traitants, enfin, du coup, c'est une société de sous-traitance. Pour les relais Michelin, ce sont des équipes Michelin. D'accord. Et on a Alexandra qui nous demande, est-ce que vous avez des exemples de critères rentrant dans le cadre de l'évaluation d'un coût complet? C'est trop large. En fait, je reviens à la slide. Grosso modo, le coût complet, ou en tout cas la grande majeure partie des coûts complets que l'on a, ce sont ceux-ci. Ce sont tous ces items-là. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, parce qu'il n'y a pas de critères. En fait, du coup, on ne va pas évaluer des éléments d'un coût complet. On va essayer de comprendre et d'obtenir un coût complet. Et de comparer les coûts complets les uns avec les autres. Et après, le coût complet, ça, c'est les éléments qui sont génériques. Il y a toujours des coûts complets qui sont liés aussi au produit. Si vous allez acheter quelque chose pour lequel il y a un outillage, vous allez avoir le coût de la maintenance de cet outillage-là. Vous allez avoir la durée de vie de cet outillage-là. Ça fait partie du coût complet. Mais là, en fait, du coup, je ne peux pas être exhaustif parce que ça va vraiment dépendre du produit. J'ai essayé de rester le plus générique possible sur des choses, des ABAC, des choses qui s'appliquent tout le temps. Après, il faut rentrer dans le détail et il faut savoir ce que l'on achète pour comprendre son coût complet. Parfait. On peut continuer. On reviendra sur les questions à la fin pour rester dans notre timing d'une demi-heure. J'ai presque terminé, alors j'ai un petit peu dépassé. Donc, tout ce que je vous ai dit, ça se synthétise dans un document que l'on appelle une tactique achat. Chaque projet ont une tactique achat chez Imeca. Cette tactique achat, elle permet de reprendre un certain nombre d'éléments. Premier élément, c'est en fait on va retracer pour avoir une traçabilité aussi de tout ce que l'on fournit. En interne, en fait, on utilise un mode de fonctionnement client-fournisseur. J'ai un client interne qui me demande quelque chose, je suis son fournisseur. Donc, est-ce que j'ai bien compris sa demande? Donc, en fait, c'est la compréhension de la demande. Parfois, ça nous permet de dire, tiens, en fait, la demande, finalement, elle n'est pas très claire. On va peut-être pas forcément faire des hypothèses, faire des engagements, on va clarifier la demande, parce qu'on ne peut pas se permettre de répondre à côté de la demande. Ensuite, il y a la temporalité des sourcings qui sont demandés. Si je veux, c'est quand même souvent le cas, un produit avec des évolutions, un dossier pas fini, je le veux en 2 semaines, je le veux pas cher parce que du coup je veux aller en Chine par exemple, c'est pas forcément compatible. Enfin, en tout cas, tous les éléments bout à bout ne sont pas forcément compatibles avec l'optimum en termes de coût et d'atteinte et de satisfaction. Donc il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ça, on apporte cette expertise-là et on dit, non, en fait, du coup, pour faire ça, on ne peut pas juste aller sourcer toutes les zones, tous les pays du monde et tous les fournisseurs parce que ce n'est pas opportun. Pour d'autres, oui. Donc ça, c'est important de le souligner. Ensuite, on fait des analyses de risque. Donc maturité du dossier, risque des évolutions, comment on va les gérer, les délais demandés, les quantités, est-ce que ça peut varier, pas varier, est-ce que c'est compatible avec mes fournisseurs. Tout ça, ça va me déterminer, en fait, du coup, dans ma zone de sourcing, avec le risque lié à ma zone de sourcing, le plan de charge de mon fournisseur. Tous ces éléments-là, en fait, on va pouvoir y répondre et c'est ce qui va nous permettre de définir notre stratégie de sourcing. Avec la petite notion du BVS, mais notre stratégie de sourcing va nous permettre de nous dire je vais consulter tel type de pays
par rapport au produit qui est demandé et tel type de fournisseur. Et je vais mettre en concurrence telle et telle zone. Et oui, je vais mettre de la France à l'intérieur, ce qui va me permettre de faire du BVS, parce que peut-être que pour ce sujet-là, l'optimum, ce sera en France. Et enfin, on a une matrice de décision qui nous permet de mettre des notations sur chacun des items, de donner à la fin une note et de sélectionner un fournisseur. On a des fournisseurs qualifiés et on utilise les relais du sourcing group. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous, en tout cas, on a été ravis. On espère que ça vous a ouvert les yeux peut-être sur des sujets, sur des sujets qu'on pense connaître, mais du coup, on a toujours quelque chose, je pense, à apprendre, surtout d'un grand groupe comme Michelin, et avec toute son expertise. Nous, on est ravis d'avoir pu vous proposer cette série de conférences. Et écoutez, je crois que on va vous laisser. Je vous souhaite un bon appétit, pardon, et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires et d'autres sommets sur des thématiques à venir. À très bientôt, au revoir. Merci, Au revoir. Merci.